Ange Kevin Digou. Bonjour. Alors, comment se porte Ange Kevin Digou, l'homme politique d'abord, mais aussi l'avocat et la personnalité publique que tu es? L'homme politique est inquiet. L'avocat est toujours à la recherche de la justice. L'homme public, il se bat pour l'intérêt public. Nous sommes à l'orée d'une nouvelle année. Quel bilan politique fais-tu de l'année écoulée et quelles sont les perspectives pour cette année 2021 marquée par la riposte contre la Covid-19? Il faut dire que de manière générale, le bilan politique de l'année écoulée, c'est un bilan quasiment nul, dans la mesure où, à cause sous prétexte du corona, on n'a pas eu d'activité politique dans notre pays. On a eu des mesures restrictives sur tous les plans, notamment sur le plan de l'expression publique, puisque au détour du corona, le gouvernement a profité pour museler la classe politique. Donc, en dehors des sorties en violation des mesures barrières faites par le PDG, il n'y a pas eu une activité de l'opposition, une activité de la classe politique générale dans notre pays. Donc je peux dire que politiquement, du point de vue de la vie de la société gabonaise, nous avons eu un point mort qui a été organisé, orchestré par le pouvoir. Donc il est difficile de donner un avis sur une année politique qui a été quasiment nulle. Le PLC est tout de même resté silencieux. Est-ce qu'il n'existe pas aujourd'hui des moyens d'expression que ta formation politique aurait pu utiliser pour donner son opinion sur la gestion de la chose publique, par exemple? J'avoue que, parce que nous ne sommes pas un parti de dictature, vous l'aurez remarqué, parce que nous sommes un parti démocratique et parce que le rôle des dirigeants du parti, le rôle que le mien ou celui des présidents, n'est pas d'exprimer la voix de sa personne, de l'autorité politique qu'on est. Un parti politique, pour qu'il s'exprime, il a besoin d'organiser et de réunir ses organes pour donner la position du parti. Il est facile pour moi de me lever un matin et de vous dire, sur telle question, voici ce que je pense. C'est ma pensée à moi. Mais qu'est-ce que le parti pense? C'est ce qui est intéressant pour les Gabonais. Alors, si vous méprisez ou si vous organisez l'incapacité des militants de se réunir, vous organisez l'incapacité des organes d'un parti de se réunir, il est évident que la conclusion est que vous empêchez l'expression de ce parti politique. Donc on peut bien venir fanfaronner devant les caméras pour vous donner une position sur tel ou tel point, mais nous délibérons. C'est-à-dire que c'est une question qui est posée, nous devons nous réunir et nous donner les moyens d'apporter la réponse du parti. Revenons sur la crise sanitaire qui a marqué l'année 2020, mais aussi ce début de l'année 2021. Quelle appréciation fais-tu de la situation épidémiologique du pays, mais surtout de sa gestion par le gouvernement de Rose Christiane Osuka-Rapanda? En son temps, le PLC s'était réuni et nous avons décidé que nous ne devons pas avoir une approche politique de cette question sanitaire qui est une question qui transcende en réalité les clivages politiques. Nous n'avons pas voulu instrumentaliser le corona comme le gouvernement le fait actuellement. Parce que nous estimons que l'épidémie est grave, la situation est suffisamment préoccupante pour qu'on vienne aussi ajouter au déclin qu'on vit dans la société les désaccords politiques sur des questions qui sont essentiellement axées sur la vie des Gabonais. Mais il est dommage que nous soyons les seuls à avoir compris ça, puisque le gouvernement, vous avez vu depuis le départ, utilise le corona comme un instrument pour, au fond, démontrer toutes les grossièretés de violation auxquelles ils sont coutumiers, pour démontrer leur incapacité à assumer et à transcender en réalité les clivages politiques. Nous sommes le seul pays où on estime que tous ceux qui ont raison sont ceux qui sont PDG, où ils estiment que ceux qui sont dans l'opposition ou dans la société civile ne peuvent apporter aucune solution, ne peuvent apporter aucune proposition pour trouver des solutions à la crise sanitaire. Rendez-vous compte que depuis que cette épidémie sévit dans notre pays,
il n'y a jamais eu une concertation nationale. C'est-à-dire qu'on n'a jamais invité la classe politique et la société civile. Non, en 100 ans, le Premier ministre sortant a réuni... En 100 ans, le Premier ministre sortant a réuni la classe politique pour faire une déclaration. Ce n'est pas ma conception de la concertation. Dans la concertation, on échange. Le PLC était représenté? Vous savez une chose, nous, notre intérêt, c'est le peuple. Notre intérêt, c'est pas faire les mannequins devant le gouvernement. Et nous refusons les positions de posture. C'est-à-dire que si vous invitez des gens pour leur dire « je vous ai invité parce qu'il y a une crise et je vous ai invité pour vous dire ma messe », nous n'avons pas d'autre place là. Si on demandait à la classe politique de participer, de contribuer à des propositions pour des solutions sur la sortie de crise sanitaire, oui, nous aurons une autre place autour de la table pour dire voici ce que nous pensons que vous devez faire. Donc cette crise-là, elle est aussi révélatrice, comme toutes les grandes crises, des défauts du système. Vous avez au fond une gestion totalement, et je le dis avec gravité, de l'irresponsabilité du gouvernement. Ils ont décidé de ne rien faire. Ne rien faire, c'est ça le leitmotiv. On ne fait rien et on détruit tout. On ne fait rien et on restreint tout. Alors, comment voulez-vous qu'on puisse gérer une crise avec une telle légèreté? Je vous prends un exemple, ça fait un an qu'une partie de la petite économie ne fonctionne plus. Les bars sont fermés, les snack bars sont fermés, alors qu'il y a des gens qui ne vivent que de cette économie-là. Des gens à qui on dit on ne vous donne rien, mais on vous interdit de rechercher un peu d'argent pour vos familles. Ces gens-là doivent nourrir leur famille. Ces gens-là, au moment de la rentrée scolaire, doivent payer les fournitures scolaires. Ces gens-là doivent s'occuper de l'année scolaire, payer donc le taxi pour que les enfants aillent à l'école. Comment ils peuvent le faire s'ils ne peuvent plus avoir des sources de revenus? Ils ont reçu il y a un mois entre 200 et 350 000 francs. Ils ont reçu, je ne sais pas sur quels critères ces gens-là ont reçu. Moi, je connais beaucoup de gens qui sont dans ce domaine-là qui n'ont reçu aucun franc. Mieux, vous avez le monde du spectacle, les artistes. Ils vivent de quoi? Déjà que nous savons que c'était déjà difficile pour eux avant. Comment ils vivaient? Comment ils font pour nourrir leur famille? C'est d'autant plus grave que lorsque ça a commencé, le président de la République avait décidé de prendre sur sa casquette personnelle des frais, je pense le ticket modérateur de la CNAMGS. 6 mois après, il s'est senti incapable de continuer. Si lui qui a une fortune ne pouvait pas faire plus de 6 mois, respecter un engagement qu'il avait pris dès le départ, vous imaginez ceux qui n'ont rien, qui font un an sans rien. C'est-à-dire que lui dit, parce que j'ai beaucoup d'argent et parce que je veux poser un acte de solidarité, je vais payer le ticket modérateur. Lui, il s'est essoufflé au bout de 6 mois. Et on demande aux gens qui n'ont rien de rester pendant un an sans rien. On estime que vous devez rester sans rien faire et sans rien dire. J'estime que ce n'est pas une gestion responsable, ce n'est pas une gestion efficace et surtout, ce n'est pas gouverner d'agir ainsi. Donc, quels peuvent être les moyens de réponse, sinon les solutions, pour essayer d'aider ces différentes couches de la société qui sont confrontées à ces difficultés de la Covid-19? Il y a un pays qui a démontré une façon responsable de prendre des choses. La responsabilité, c'est d'abord de savoir ce qu'on est capable de faire, ce qu'on est capable d'assumer et comment on peut l'imposer aux populations. Le Bénin a à peu près plus de 12 millions d'habitants. Le président du Bénin, avec responsabilité, a dit qu'il ne pouvait pas restreindre l'économie, restreindre les libertés des Béninois et qu'il tenait compte et il se rendait compte de la gravité de l'épidémie et qu'il appelait à la responsabilité des citoyens. Donc il demandait à ce que les gestes barrières soient respectés, mais qu'on ne pouvait pas interdire à la petite commerçante ou au petit barman de faire son travail parce que c'est sa principale source de revenus et qu'il n'avait pas les moyens au niveau de l'État de pallier à cette source de revenus si elle était coupée. Le Bénin, c'est près de 13 millions d'habitants, mais c'est le pays où tout est libre et ils sont à peu près à une quarantaine de morts. Le Gabon, c'est à peu près 2 millions d'habitants. Nous sommes à près de 80 morts. En termes de rapport, il y a 7 fois plus de morts au Gabon où tout est bloqué qu'au Bénin où tout est libre.
Donc nous estimons que nous avons pu constater que, au fond, si nous respectons les gestes barrières, nous pouvons à la fois permettre aux gens qui vivent de leur petite économie de le faire et permettre aux Gabonais avec responsabilité de gérer la crise en respectant les gestes barrières, parce qu'au fond, il n'y a pas d'autre solution. Vous voyez, j'ai vu encore pour parler de la crise du coronavirus, j'ai vu encore dans les décisions, j'ai envie de dire, imitatives du gouvernement, j'ai vu qu'ils ont décidé que bientôt on va vacciner tout le monde. Tout le monde sait que le vaccin ne vous empêche pas d'avoir la Covid. Tout le monde sait que le vaccin est enfin, si on appelle ça vaccin parce qu'il y a beaucoup de débats sur le sujet, le vaccin est un moyen pour atténuer les effets chez les cas graves. Quelle est la densité des cas graves au Gabon pour faire en sorte que le vaccin soit une solution au problème? Est-ce que nous avons dans notre pays établi que la population touchée par la Covid est une population vieillissante, est une population qui est vraiment impactée par les cas graves pour dire que le vaccin soit une solution? Puisque le vaccin ne vous empêche pas d'avoir la Covid, ne vous empêche pas de contaminer. J'ai vu une émission où un médecin racontait qu'après s'être vacciné, il a été atteint. Et peut-être que après la période d'immunité, il sera aussi encore atteint. Donc, la solution du vaccin qu'on nous présente aujourd'hui comme une solution panacée, elle n'est pas une solution réelle pour notre pays. Donc il faut selon toi peut-être une étude au niveau local pour déterminer si le vaccin est oui ou non une réponse à la propagation. Mais vous ne pouvez pas apporter une solution à un problème pour lequel vous n'avez pas fait aucune étude. C'est-à-dire qu'on fait du mimétisme. En France, ils ont dit qu'il faut vacciner plus de 2 millions d'habitants pour essayer d'avoir de lever un certain nombre de mesures qui ont été prises. Au Gabon, on se dit ah oui, parlons du vaccin. C'est-à-dire qu'on se demande si ces gens se sont assis et se sont demandé quel est le peuple qu'on gouverne. Il y a quand même un peu plus de 1500 cas actifs et 80 personnes en réanimation. Oui, ce n'est pas des chiffres qui sont alarmants, non? 80 personnes en réanimation et on vaccine tout le monde. C'est ça la solution. 80 personnes en réanimation et puis on dit, heureusement qu'on n'a pas, certains pays n'ont pas pris la solution de tuer les plus âgés, sinon nous on dirait, sans même qu'ils soient contaminés, il faut tuer tous les anciens. Parce que notre solution, la solution que nous devons trouver au peuple gabonais, c'est une solution adaptée à la société gabonaise. Et aujourd'hui, je ne suis pas convaincu que les cas contaminés, vous avez dit il y a 1000 cas contaminés, hein, sur 1500 cas. Sur les 1500 cas, vous avez dit qu'il y a 80 cas graves. 80 cas graves. En termes de proportion, excusez-moi, je ne trouve pas ça exagéré. Je ne trouve pas ça exagéré parce que, encore une fois, le vaccin, c'est pour les cas graves. C'est pour atténuer les effets du corona chez les cas graves. Est-ce que c'est la solution aujourd'hui? Non, puisque depuis un moment, c'est la campagne qui est lancée par le ministère de la Santé qui a démontré son incapacité à gérer la situation. Un ministre de la Santé qui vous explique qu'il ne faut pas vous rassembler à plus de 30. C'est le premier à danser, à faire des bains de foule, alors qu'il vous a dit quelques jours avant que ce n'était pas possible de le faire. Un ministre de la Santé qui vous demande de ne pas recevoir des gens chez vous, parce qu'il fallait fermer les églises. C'est le même ministre de la Santé qui se trouve dans une église. Apparemment, quand il est à OIM, il n'y a plus de corona. Toutes les mesures qu'il a prises avant, qu'il a énoncées avant, sur lesquelles on a martelé, parce que c'est un peu ce qui est difficile et énervant dans cette situation, c'est que lorsqu'on s'adresse aux Gabonais, on a le sentiment qu'on s'adresse à des enfants, des gens qui ne comprennent rien, des gens irresponsables. Or, justement, moi je pense que l'une des solutions qu'il faut apporter à la question du corona, c'est de responsabiliser les gens, de leur faire comprendre que vous êtes des grandes personnes, et il faut qu'on vous traite avec responsabilité, parce que nous sommes capables, nous, d'être responsables, nous sommes capables de respecter les mesures barrières, nous sommes capables de prendre conscience de ce que cette épidémie est une épidémie grave et qui nécessite notre engagement collectif. Alors le 12 février dernier, le gouvernement, à l'occasion d'une conférence de presse, corsait les mesures de riposte contre la Covid-19. Les dites mesures ont entraîné une levée de boucliers de la part des populations qui s'est manifestée en fait à travers le mouvement des casseroles. Mouvement qui a donné lieu ensuite à des violences. Quel commentaire fais-tu aujourd'hui de ces événements? Je voudrais commencer par adresser mes condoléances
aux familles qui ont été éplorées par ces événements malheureux. Je voudrais regretter le fait que le gouvernement et le président de la République lui-même n'aient pas trouvé qu'il était suffisamment grave qu'il se prononça sur la question parce qu'il s'agit de perte de vie humaine. Je voudrais déplorer le fait qu'au Gabon, en 2021, on trouve la mort parce qu'on exprime une sensibilité différente de celle du gouvernement. Je voudrais enfin dire que pour moi, et c'est ma conviction, et c'est au fond l'élan de mon engagement, l'être humain au-dessus de tout. Rien ne justifie la mort de quelqu'un. Rien ne justifie qu'on tue quelqu'un, qu'on pointe une arme de la République contre un citoyen parce qu'il dit autre chose que ce que vous voulez entendre. Et au fond, je déplore le fait, et ce n'est pas étonnant, parce que je n'ai aucun espoir sur la capacité du gouvernement à régler les problèmes des Gabonais, mais je ne comprends pas qu'on puisse être aussi sourd au fait que cette expression populaire est l'expression de la misère du peuple. Qu'on ne comprenne pas que les mesures qui sont prises sont des mesures qui oppriment le peuple jusque dans son quotidien. Des gens qui n'ont plus rien à manger. Vous avez vu quand ça a commencé, le coronavirus a commencé par une distribution de quelques cuisses de dindon, quelques cuisses de poule. Ceux-là qui ont commencé ça en disant nous réglons bien le problème de corona, on va distribuer à manger à tout le monde. Les miettes qu'ils distribuaient avant, ils ne sont plus capables de le faire aujourd'hui. Donc ils avaient compris que le corona plongeait la population dans une faim terrible. Et ceux qui ont faim décident de crier leur faim, on vous dit silence ici on tue. Donc je ne peux pas avoir un commentaire positif sur cette situation. Je ne peux que déplorer l'incapacité du gouvernement à comprendre la misère du peuple gabonais. Le 1er mars dernier s'est ouvert la séance plénière constitutive de la 5e législature du Sénat, avec quelques jours auparavant la nomination de 15 sénateurs par le président de la République. Quel commentaire fais-tu en tant que secrétaire exécutif d'une formation politique? Je déplore encore une fois de plus le fait que le gouvernement actuellement s'emploie à détruire, à détricoter ce qu'on a comme fondement de l'état de droit chez nous. La constitution du Gabon fait que notre société soit organisée selon le principe de la séparation de pouvoir. Le principe de la séparation de pouvoir voudrait qu'il y ait le législatif, qu'il y ait le judiciaire et qu'il y ait le gouvernement. Et le gouvernement, le législatif et le judiciaire doivent s'administrer de manière indépendante. Dites-moi quelle séparation de pouvoir il y a encore quand l'exécutif peut désigner les membres du législatif. Je ne sais pas qui a eu cette idée parce qu'elle n'apporte rien dans les faits, dans la réalité, puisque aussi bien au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, nous avons des élus nommés qui ne servent à rien. Puisqu'ils sont toujours sous la botte du gouvernement, ils font au doigt et à la lettre la volonté du gouvernement. Mais je ne savais pas qu'on aurait pu mettre dans la loi fondamentale, dans la Constitution, cette disposition, qui est une disposition en réalité qui rend compte de la réalité. Celle qui veut que les sénateurs ne sont pas de véritables sénateurs, ils n'expriment pas la volonté des élus locaux, que les députés ne sont pas vraiment des députés, qui n'expriment pas la volonté du peuple, mais que aussi bien au Sénat et à l'Assemblée nationale, on n'exprime que la volonté du bord de mer. C'est ce qui s'est passé dans cette législature-là. C'est-à-dire qu'on a légalisé l'impensable. Qu'un président de la République, même s'il est bien élu, décide de nommer les parlementaires qui doivent être l'émanation du peuple, un sénateur doit être un élu. On vous dit, et quelle est la légitimité que ceux-là ont? Moi je suis élu par le peuple, j'exprime une idée et j'exprime un vote, parce que j'ai eu le mandat pour le faire, même si c'est une élection indirecte. Vous qui avez été nommé, vous exprimez quoi finalement? Quelle expression vous allez apporter à une assemblée qui est censée être porteuse de la volonté du peuple alors que vous avez été nommé? Au fond, cette nomination-là relève et révèle une chose qui est interdite par la Constitution, le mandat impératif. Moi, si je vous nomme à une fonction, c'est que je vous dis ce que j'attends de vous à cette fonction. Donc je vous donne d'une certaine manière un mandat impératif. Alors que la Constitution du Gabon interdit le mandat impératif, nous avons eu
Un gouvernement qui a eu la capacité d'exprimer au peuple son insolence vis-à-vis de la Constitution, puisqu'il a, de manière détournée, imposé le mandat impératif. Parce que ces sénateurs qui ont été nommés, ils savent ce qu'ils doivent faire, la volonté de ceux qui les ont nommés, en l'occurrence du président de la République, et je trouve ça pitoyable. Et de manière plus globale, quel commentaire fais-tu de la dernière modification constitutionnelle? Non, la dernière modification constitutionnelle, elle est cohérente. Elle est cohérente avec la gestion du pouvoir, elle est cohérente avec la volonté du système de sacraliser la monarchisation du pouvoir. Donc, au fond, seuls ceux qui ont cru un jour que ce système aurait pu évoluer dans le sens du changement, dans le sens de la modernisation des institutions, peuvent être étonnés de ça. Mais comme nous ne croyons pas à la volonté du système actuel de se moderniser, nous ne sommes pas étonnés de la banalisation des institutions qu'apporte cette modification de la Constitution. Aujourd'hui, l'opposition dans sa globalité est quelque peu aphone. Qu'est-ce qui, selon vous, je parle du PLC, justifie cet état de fait? Je pense que globalement, nous avons commis une erreur. Globalement. Nous commettons l'erreur de croire qu'on peut faire de l'opposition dans une dictature comme on l'a fait dans une démocratie. Je pense que nous commettons l'erreur de croire que nous pouvons exprimer, nous, dans l'opposition, nos pensées, nous pouvons exprimer nos volontés et nous pouvons rencontrer le peuple que nous sommes censés représenter parce que chaque opposition ou chaque opposant, au fond, exprime la volonté d'une portion du peuple. Et pour que la société fonctionne normalement, ceux qui sont censés gérer le pays doivent entendre tous ces sons de cloche pour pouvoir tirer le bon côté et faire évoluer la société dans une cohérence et dans une cohésion qui soit porteuse de salut national. Or, nous, si nous voulons utiliser les moyens ordinaires d'opposition dans un pays extraordinaire, nous ne pouvons pas être entendus. C'est pourquoi vous remarquez le caractère aphone. Comment on peut parler si chaque fois que vous sortez, vous avez le sentiment que c'est votre dernier jour? Vous avez le sentiment que c'est peut-être le jour où on va faire de vous ce qu'on veut parce que vous avez une opinion différente des autres. Donc, parfois on demande aux opposants de faire des choses que le système rend impossible dans la mesure où on parle de démocratie dans les textes et dans les faits, on rend impossible l'expression de cette démocratie-là. Donc il nous faut nous ressourcer, et ça c'est une réflexion que nous devons mener de manière collective, nous ressourcer pour adapter notre position, parce qu'il n'est pas question d'arrêter l'opposition, pour adapter notre position à ce système qui détruit l'expression de l'opposition, pour que nous arrivons à surmonter les moyens qui sont en face de nous contre nous et trouver le moyen d'exprimer malgré tout la volonté de ceux qui pensent comme nous. Nizoma Dama justement évoquait récemment le fait que la représentation rikiki, je reprends ces termes, de l'opposition au sein des deux assemblées était justifiée par la guerre d'ego qu'il y a entre les différents leaders politiques issus de l'opposition. Est-ce que vous partagez enfin cet avis? Bon, je ne vous cache rien en vous disant que nous ne sommes pas partie prenante de cette guerre-là. Déjà parce que nous ne sommes pas de la même génération politique, parce que nous ne sommes pas sur le même terrain. Donc peut-être que l'appréciation que certains peuvent avoir de cette guerre est faite sur un terrain sur lequel nous on n'est pas partie prenante. Donc moi je vois ça de très loin. Nous aussi, au niveau du PLC, modestement, nous n'avons pas vocation à être en challenge avec les présidents des autres partis pour des raisons simples. Nous ne sommes pas de la même génération, nous n'avons pas la même inspiration d'engagement, nous n'avons pas le même passé politique, le même présent politique. Donc je ne peux pas, moi, me permettre de faire un commentaire sur un terrain sur lequel je ne me reconnais pas. L'actualité politique a été marquée principalement par la disparition de l'avocat et ancien ministre Fabien Méré. Quel souvenir gardes-tu de cette personnalité politique, mais aussi membre de la corporation à laquelle tu appartiens? Et aussi, quel commentaire fais-tu des échauffourées qui ont entouré ces funérailles?
Bon, moi, je n'ai connu Maître Méré qu'en qualité d'homme politique. J'ai pu savoir l'immense avocat qu'il a été, mais je ne l'ai pas connu professionnellement. Je connais un homme politique très dense, très humble, qui était capable d'entendre la contradiction et qui était capable d'ouvrir sa porte, même quand on n'était pas d'accord avec l'opinion qu'il émettait. Voilà, c'était au fond, de ce point de vue-là, ce que j'appelle un véritable démocrate. Je peux vous dire que la mort de Maître Méré convoque en fait, et ça c'est important, ce que nous voulons comme société et ce dans quoi nous existons. Notre culture, puisque en général, lorsque on veut parler des situations qui sont déplorables dans notre pays, on fait souvent recours à la culture. Notre culture consacre le sacre des morts. En fait, quand on est mort, on n'a plus de camp politique. Quand on est mort, on n'a plus de famille, on n'a plus de division. Même dans des familles ordinaires, lorsque quelqu'un meurt, tous ceux qui l'ont aimé ou ne pas aimé s'inclinent. Je ne dis pas qu'ils viennent lui rendre hommage, mais ceux qui ne l'ont pas aimé peuvent se taire et rester dans leur coin. Ceux qui l'ont aimé peuvent le célébrer. Je déplore le fait que Maître Méré n'ait pas pu voir sa dépouille sacralisée par ces éléments-là. Je rappelle quand même, et vous l'avez dit dans votre question, que Maître Méré a été membre du gouvernement. La question que je me pose, c'est comment ont été les membres du gouvernement actuel, qui ne sont pas immortels, quand ils ont vu l'hommage que le gouvernement a rendu, pour ne pas dire le contraire, à Maître Méré. Parce que je peux vous dire que ma conviction est qu'un jour, dans ce pays, les choses changent. Et que ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir passent dans l'opposition. Ce jour-là, si nous sommes du bon côté, c'est-à-dire du côté du pouvoir, je serai parmi ceux qui vont se battre pour que les anciens membres du gouvernement soient respectés pour les titres qu'ils ont eus. Maître Méré a été avocat, mais il se trouvait un ministre de l'Intérieur. Il s'est trouvé des magistrats qui aient trouvé normal qu'on ne puisse pas lui rendre l'hommage mérité dans les conditions traditionnelles connues, c'est-à-dire la salle des pas perdus. Mais en même temps, comme on dit, à tout malheur, bonheur est bon, je ne sais pas le contraire. L'hommage que nous lui avons rendu à la maison de l'avocat était 2 fois plus important en termes de solennité que si ça avait été à la salle des pas perdus. Finalement, au fond, en voulant interdire l'hommage de Maître Méré, le gouvernement a permis qu'on lui rende un vibrant hommage. Je peux déplorer quand même qu'en tant qu'ancien membre du gouvernement et en tant qu'avocat, il n'y a eu aucun membre, aucun chef de juridiction. De mon point de vue, le ministre de la Justice devait se trouver là, parce qu'en dépit du fait que ce soit un avocat, il était membre du gouvernement. C'était membre du gouvernement. Et il n'y avait personne, même pas nos confrères qui sont au gouvernement, pour dire stop, à la mort on met tout à zéro. On ne peut pas tenir rigueur à un mort comme on tient rigueur à un vivant. Parce qu'il n'est plus là, ni pour vous apporter la riposte, ni pour mépriser le comportement que vous affichez vis-à-vis de lui. Donc selon toi, l'argument du respect des mesures barrières et de la riposte contre la Covid-19 ne tenait pas la route? Est-ce qu'il se trouve un Gabonais en ce moment qui croit que c'est un argument? Dites-moi, l'argument de la Covid-19 tenait la route lorsqu'on a exposé le corps du juge constitutionnel Moutsinga Hervé à la Cour constitutionnelle. Là, il n'y avait pas le corona. Ou bien il y a un moment de clôture du corona. Et le corona entre parenthèses. Quand il s'agit de certains, le corona ouvert quand il s'agit d'autres. C'est mauvais argument. D'autant que nous avons les moyens de faire respecter les gestes barrières dans le cadre de recueillement. C'est peut-être le seul espace où, c'est un peu pareil avec les églises, on peut mettre 1 mètre de distance, on peut tous avoir nos masques, et donc on peut facilement rendre hommage à quelqu'un alors que le corona existe. Et ça c'est fait. Ça c'est fait et ça se fera. Parce que les morts c'est de 2 camps et c'est pas fini.
C'est-à-dire que quelques semaines avant, nous avons un confrère qui a été exposé au palais de justice. Le Corona existait encore? Ou bien ils ont eu le bouton du pause Corona pour dire que quand c'est Maître Méré, on met play et puis là il y a le Corona, et quand c'est une autre personne, c'est un argument auquel personne, aucun Gabonais, je dis même pas eux-mêmes, n'a cru. Et j'estime qu'il ne faut pas. Vous voyez, c'est la preuve que on utilise le Corona pour exprimer ce qu'on veut. Le Corona est devenu l'argument et est devenu l'alibi du gouvernement pour faire tout ce qu'il veut, quand il veut, avec qui il veut. Une des personnalités politiques avec lesquelles tu as créé l'Union et Solidarité a rejoint le gouvernement. C'est d'ailleurs cette alliance avec le gouvernement qui t'a poussé avec d'autres compatriotes à créer le Parti pour le changement. Il s'agit bien évidemment de M. Mokani Ouangou. Alors, quels sont tes rapports aujourd'hui avec l'ancien ministre? D'abord, je n'ai jamais eu de rapport personnel avec Mokani Ouangou. Nos rapports étaient politiques. Et vous voyez que depuis qu'il a quitté le gouvernement, la voie du peuple, celle qui nous réunissait, on n'a plus de rapport politique puisqu'on a choisi notre chemin. Moi, je voudrais même plus qu'on cristallise le débat sur ce monsieur dont tous les Gabonais ont compris la constipation démocratique. Je ne veux pas revenir sur une personne qui a démontré à la face du monde son incapacité à être cohérent et à défendre la cause publique et qui a décidé désormais de ne défendre que sa cause personnelle. Vous voyez, quand il est chassé du gouvernement, dès qu'il prend la parole, et vous l'aurez remarqué comme moi, aussi bien ici chez vous qu'ailleurs, sa seule personne, son seul combat, c'est maintenant d'attaquer Jean Ping. Depuis que Mokani Ouangou est sorti du gouvernement, toutes les prises de parole publiques qu'il a, c'est contre Jean Ping. Il ne voit rien de mauvais de ce que le gouvernement fait. Il ne voit pas la souffrance des Gabonais. Il ne voit pas l'inutilité de son entrée au gouvernement. Il est sorti et désormais, c'est Jean Ping, comme si c'était devenu sa monnaie d'échange pour répartir au gouvernement. Qu'est-ce que vous voulez que j'ai comme rapport avec quelqu'un qui insulte l'expression de la souveraineté populaire? Parce que qu'on le veuille ou non, qu'on soit d'accord avec lui ou pas, qu'on l'aime ou pas, jusqu'aux prochaines élections présidentielles, Jean Ping exprime l'expression de la souveraineté populaire. Si on ne l'aime pas, qu'on le respecte au moins. Qu'on respecte cette situation-là, parce qu'au fond, 2016 a été une partie douloureuse pour le peuple gabonais. Et quand un monsieur qui, en rentrant au gouvernement, a trahi cette douleur-là, a trahi la confiance que le peuple gabonais a eue à un moment donné sur sa personne, quand il vient, après cette trahison, cracher sur ce qui représente l'expression de la souveraineté populaire, qu'est-ce que vous voulez que moi, en responsabilité, j'ai comme rapport avec lui? Très bien. Alors, nous sommes à 2 ans d'une élection capitale pour le pays. Je parle bien de l'élection présidentielle de 2023. En tant que leader politique, responsable de parti politique, penses-tu déjà à la présidentielle? Penses-tu, comme Nicolas Sarkozy en te rasant, d'être candidat et peut-être président en 2023? Vu l'actualité de Nicolas Sarkozy, je préfère ne pas y penser à me rasant. Et plus sérieusement sur le sujet de la présidentielle, je pense que j'ai déjà répondu à cette question une première fois. Moi, je pense que nous devons faire de la politique, non pas seulement de contestation, nous devons faire une politique de projection, donc d'un projet, d'alternance au système actuel. Et nous devons arrêter de prendre nos positions politiques que contre le rejet. C'est-à-dire, aujourd'hui, la majorité du peuple gabonais, aujourd'hui nous sommes tous d'accord sur le fait que le système actuel ne peut plus continuer dans la situation dans laquelle nous sommes plongés et qu'il faut une alternance. Mais l'alternance, ce n'est pas seulement le rejet du système Bongo PDG. C'est aussi la proposition d'une gouvernance, c'est la présentation au peuple d'un projet alternatif
Donc je ne suis pas moi dans une position personnelle en vous disant oui je pense aux élections présidentielles. Non, je pense à l'élection présidentielle comme un élément d'ensemble. C'est-à-dire que tous ceux qui, comme moi, avons une identité politique et une volonté et des idées politiques communes, nous devons à un moment donné nous retrouver et décider d'avoir un impact sur l'élection présidentielle, décider de ce qu'on veut proposer aux Gabonais comme choix alternatif. Mais il est temps aussi de comprendre une chose, et ça c'est un élément sur lequel je pense que nous serons tous d'accord, c'est qu'il est temps que l'offre politique soit adaptée à la société. L'offre politique doit être adaptée à la population qui est la nôtre. Nous sommes une population jeune, de moins de 30 ans à plus de 60%. Il est important que l'offre politique de demain soit à la fois révélatrice de cette situation-là, c'est-à-dire que le projet qu'on propose n'est pas un projet pour l'ancien temps, mais c'est un projet d'avenir. Le projet qu'on propose ne doit pas être un projet qui ne tienne pas compte de cette situation-là où la population gabonaise est majoritairement jeune et en même temps les porteurs de ce projet ne peuvent pas être en retrait de cet élément-là, c'est-à-dire l'élément de jeunesse. Il n'est plus possible qu'on nous explique que pour porter la voix et l'espérance de la jeunesse, il n'y a que des vieux qui puissent le faire. Il est temps qu'on comprenne que les jeunes sont capables à la fois de porter la voix de la jeunesse, de porter l'espérance de la jeunesse parce qu'eux-mêmes comprennent la situation dans laquelle ils se trouvent puisque eux-mêmes font partie de cette population-là. Donc je pense que oui, pour les présidentielles, il faudrait que nous nous asseyions, que le seul élément de proposition ne soit pas non à Ali Bongo, que le seul élément de proposition ne soit pas non au PDG, mais que nous soyons capables non seulement de dire non, de proposer et de faire un choix par rapport à ces propositions-là. Je m'explique très clairement. Nous devons demain dire aux Gabonais, voici ce pourquoi nous voulons que vous soyez avec nous. Et voici la personne que nous pensons être bien qualifiée parmi nous pour porter ce projet. Il ne suffira pas de dire « nous ne voulons pas d'Ali Bongo, donc votez pour nous ». Il est temps que nous fassions de la politique, c'est-à-dire que nous exprimons des idées politiques. Et il est temps que nous fassions que le vote des Gabonais soit un vote qui porte non seulement sur le rejet, parce que ça c'est aussi essentiel, mais qu'il porte essentiellement sur les idées que nous avons à partager. Il y a beaucoup d'éléments, et vous parlez de l'opposition plurielle, il y a beaucoup d'éléments au fond de notre opposition qui ne nous réunissent pas sur le point des idées. Beaucoup d'éléments qui font que, au fond, cette position unitaire n'est unitaire que sur le rejet du Bongo. Mais si nous voulons une alternative au système actuel, nous devons dépasser ce rejet-là et nous dire quelles sont les idées pour lesquelles nous devons être à la place de ceux qui sont là. Parce que s'il s'agit de remplacer des gens juste pour les remplacer et peut-être avoir le même fonctionnement, ça ne doit plus être le choix, ça ne doit plus être, si vous voulez, le leitmotiv de l'offre que nous aurons à proposer pour les présidentielles. Et nous tenons et nous tiendrons sur cette idée-là de proposer aux Gabonais des idées nouvelles pour une république nouvelle. Nous arrivons au terme de cet échange. Quel est ton mot de fin? Moi, je voudrais vous remercier de nous donner la parole aujourd'hui. Je voudrais vous féliciter des initiatives que vous prenez parce que, vous voyez, vous êtes un média qui a accepté de donner la parole à tous les camps politiques. C'est ça la démocratie. Il faudrait qu'on arrive. Vous voyez, il y a des médias qu'on ne voit que sur Internet et qui sont devenus des médias de propagande. Et le souhait que moi je fais de votre média, c'est qu'il ne soit pas un média de propagande, quelle que soit la pensée que les uns et les autres au sein de votre rédaction peuvent avoir. Les pensées, pardon, que les uns et les autres au sein de votre rédaction peuvent avoir. Je voudrais aussi profiter pour rappeler quand même ma solidarité au peuple gabonais, ma solidarité aux citoyens gabonais dans la phase difficile qu'ils traversent, parce que je sais que la situation actuelle rendu possible par le coronavirus fait que les Gabonais sont davantage dans la misère. Un peuple qui était dans la misère avant
s'enfonce dans la misère avec les mauvaises mesures de gouvernement. Et je peux dire que nous sommes solidaires de ce peuple-là et j'espère que nous trouverons, parce que c'est au sein de ce peuple que nous devons trouver les moyens de nous sortir de la situation difficile dans laquelle nous nous trouvons. Je voudrais terminer par dire une chose. Chaque Gabonais doit prendre conscience de ce qu'il est responsable de la situation, il est responsable de la solution et il est la solution à la sortie de crise dans laquelle nous nous trouvons. Je ne parle pas que de la crise sanitaire, ça personne n'y peut rien. Je parle de la crise sociale, la crise économique, je parle de la destruction du pays dans lequel nous nous trouvons et il est facile de les jeter l'anathème sur chacun pour dire ah oui mais qu'est-ce que les opposants font. Nous devons nous poser la question chaque matin que Dieu fait, qu'est-ce que nous faisons nous pour notre pays, parce que nous devons comprendre que nous sommes chacun d'entre nous, chacun pour soi, une solution à la sortie de crise pour, on va dire, l'espoir de notre pays. Ange Kevin Digou, merci. C'est moi qui vous remercie.